Bonjour, aujourd'hui on va explorer ensemble quelques notions fondamentales en réseautage. Oui, on se base sur des notes, des réponses de quiz aussi apparemment, hein. Pas mal centré sur les équipements Cisco. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux comment construire des réseaux qui soient à la fois solides et bien sécurisés. Exactement. On va regarder des aspects de configuration, de sécurité, et puis quelques mécanismes de communication importants. Alors pour commencer, un sujet qui semble incontournable dans ces notes, l'Etherchannel. C'est bien cette technique pour fusionner plusieurs ports. C'est tout à fait ça. On agrège plusieurs liens physiques en un seul lien logique. Ça donne plus de bandes passantes et de la résilience. Oui, si un câble lâche, les autres prennent le relais. Mais j'ai cru comprendre qu'il fallait faire attention à certains paramètres pour que ça marche. Ah oui, absolument. Et c'est souvent source d'erreur, d'où l'insistance probable dans les notes. Deux choses doivent être identiques sur tous les ports. La vitesse et la configuration des VLAN. D'accord, donc si j'ai un port à 1 giga, Tous les autres ports du groupe doivent aussi être à 1 giga. Pareil pour le duplex d'ailleurs, et si c'est un lien trunk, même VLAN autorisé, même VLAN natif. sinon ça ne fonctionne pas du tout ou mal. Exactement. Le lien agrégé, il ne montera pas, ou alors il sera instable. La cohérence est vraiment clé. Je vois. C'est pas juste brancher plus de câbles. Et des choses comme l'adresse MAC de chaque port physique, ça n'a pas d'impact? Non, ça, ce sont des identifiants uniques, mais ils n'entrent pas en jeu pour la compatibilité de l'agrégation elle-même. C'est vraiment la configuration logique qui compte. Très clair. Alors si on élargit un peu, une fois les liens établis, comment on contrôle qui peut se connecter au réseau? Les notes parlent du 802.x. Oui, le 802.1x. C'est un standard fondamental pour le contrôle d'accès au réseau basé sur les ports. Basé sur les ports, c'est-à-dire... Que ce soit un port physique sur un switch ou une connexion Wi-Fi, le 802.1x demande une authentification avant d'autoriser l'accès au reste du réseau. C'est un peu comme un vigile à l'entrée. Un vigile, j'aime bien l'image. Il demande quoi, les papiers? En quelque sorte, oui. Il y a trois acteurs. Le supplicant, c'est l'appareil qui veut se connecter. L'authentificateur, c'est le switch ou le point d'accès, notre vigile. Et le serveur d'authentification, souvent un serveur Radius, qui détient la liste des accès autorisés. Donc mon PC demande à se connecter, le switch demande au serveur Radius, est-ce que je le connais et a-t-il le droit d'entrer? C'est exactement ça. Le serveur vérifie l'identité, authentification, détermine les droits, autorisation, et peut même garder une trace de la connexion, accounting. C'est le fameux AAA. Ah. D'accord. C'est donc bien plus sécurisé que de juste laisser n'importe qui brancher un câble. Ah oui, ça évite les accès non désirés sur le réseau, que ce soit en filaire ou en sans fil. C'est devenu une pratique courante en entreprise. Bon, une fois qu'on est connecté, que les données circulent, comment le switch les gère-t-il? Les notes mentionnent deux méthodes, Store and Forward et Cut Through. Oui, ce sont les deux principales techniques de commutation. Le store and forward, c'est la méthode prudente, disons. Prudente. Le switch attend de recevoir la trame de données en entier. Puis, il vérifie s'il y a des erreurs avec le code de contrôle, le FCS ou CRC à la fin. Et seulement s'il n'y a pas d'erreur? Il la transmet au bon port de destination. L'avantage, c'est la fiabilité. On est sûr de ne pas propager de trame corrompue. Logique. L'inconvénient, j'imagine, c'est que ça prend un tout petit peu plus de temps. Une latence. Exactement. Une latence minimale mais mesurable. À l'opposé, vous avez le cut-through. Celui-là, il est pressé. On peut dire ça. Dès que le switch a lu l'adresse MAC de destination, qui est au tout début de la trame, paf, il commence à l'envoyer vers la sortie. Sans attendre la fin, ni vérifier les erreurs. Précisément. Donc c'est beaucoup plus rapide, la latence est très faible, c'est bien pour les applications qui sont très sensibles au délai. Mais le risque, c'est qu'ils transmettent une trame qui contient une erreur plus loin sans le savoir. C'est le compromis. Vitesse maximale contre intégrité garantie. Le choix dépend vraiment des besoins spécifiques de cette partie du réseau. Intéressant. Fiabilité ou rapidité? Le dilemme classique. Et pour finir, les notes abordent la gestion à distance des équipements, avec SSH et Telnet. Ah oui, un point crucial pour la sécurité et l'administration réseau. Là, le message semble assez clair. Telnet, c'est à éviter absolument, non? C'est ça. Telnet, qui utilise le port TCP23 par défaut, permet de se connecter à distance pour configurer un switch, un routeur. Mais tout, absolument tout, transite en clair sur le réseau. Les identifiants, les mots de passe, les commandes, tout est lisible par quelqu'un qui écouterait le trafic. Exactement. C'est ce qu'on appelle le sniffing. C'est une faille de sécurité énorme. N'importe qui sur le même segment réseau peut potentiellement voler les accès administrateurs. D'où l'importance de SSH. Voilà. SSH, Secure Shell, sur le port TCP22. La différence fondamentale, c'est que SSH chiffre toute la communication.
D'où les tambous toutes. Et oui, de l'authentification initiale jusqu'à la fin de la session, les identifiants sont protégés, les commandes envoyées, les réponses reçues, tout est illisible sans la clé de déchiffrement. Donc, pour administrer un équipement réseau de manière sécurisée aujourd'hui, c'est SSH. Point final. Telnet, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Ou ça devrait l'être. Ça devrait absolument l'être. Utiliser Telnet aujourd'hui sur un réseau, c'est prendre un risque inacceptable. Malheureusement, on en trouve parfois encore sur de vieux systèmes. D'accord. C'est bien noté. Alors, si on essaie de résumer un peu les points clés qu'on a vus grâce à ces notes, On a vu l'importance de la cohérence, par exemple pour Ethercanal avec la vitesse et les VLAN. oui, on a parlé du contrôle d'accès strict au niveau du port avec le 802.1x et le modèle AAA. Ensuite, le compromis technique entre fiabilité et latence avec les méthodes de commutation Store and Forward et Cut-Through. Et enfin, l'impératif absolu d'utiliser SSH pour toute administration à distance, à cause du chiffrement, contrairement à Telnet. Exactement. Ce sont des briques importantes. Et pour aller un peu plus loin, la question intéressante, c'est de voir comment toutes ces briques s'assemblent. Comment ça? Mais comment le contrôle d'accès au port, le chiffrement de la gestion, peut-être des listes de contrôle d'accès, des ACL, comment tout ça forme une stratégie de défense globale, une défense en profondeur. Ce n'est pas juste une somme de mesures isolées. Ah oui, voir la cohérence de l'ensemble, comment tout ça interagit pour protéger le réseau dans sa globalité. C'est une excellente piste de réflexion pour la suite. Tout à fait. Comprendre la posture de sécurité globale. Parfait. Voilà qui conclut notre exploration pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute.